possibility. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h, sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Alors que le décret anti-immigration du président milliardaire Donald Trump est remis en cause juridiquement, il est bon de rappeler quelques mots du poème The New Colossus d'Emma Lazarus inscrit sur le socle de la Statue de la Liberté. Donne-moi tes pauvres, tes exténués, tes masses innombrables aspirant à vivre libre. Je dresse ma lumière au-dessus de la porte d'or. Selon la fondation Delia Island, 98% des Américains ont un ancêtre immigré. Peut-être même est-ce le cas pour le président Donald Trump. Les titres de votre 20h. Existe-t-il une opinion publique corse? Les regards de la journaliste Marie-Josée Arrighi-Landine et du sondeur Jérôme Paoli. Dans la seconde partie, le débrief culturel de notre débat avec Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. De nombreuses enquêtes d'opinion, des sondages proposent régulièrement une photographie de l'opinion publique à un instant T. Nous posons donc la question, existe-t-il une opinion publique insulaire? C'est le débat de votre 20h. Bonsoir, Marie-Jo Arrighi-Landine, journaliste, et Jérôme Paoli, sondeur. Bonsoir à vous deux, merci d'être avec moi. C'est un sujet pour vous, Jérôme. Ah oui. Vraiment, pour vous, existe-t-il une opinion publique corse? Mais avant, si vous le permettez, je voudrais vous donner deux définitions. Tiens, deux définitions. La première, celle des philosophes des Lumières. L'opinion publique, par opposition à l'opinion commune, se définit comme le résultat d'une réflexion conduite par chacun au nom de l'intérêt général. Bon, alors là, c'est pour la dimension philosophique et la dimension sociologique. Alors peut-être qu'elle se rapproche plus de la vôtre, mon cher Jérôme. Opinion majoritaire de la population, addition de convictions individuelles, la généralisation de l'utilisation des sondages dans les années 1960-1970 amène à identifier le résultat à l'opinion publique. Alors, c'est avec vous que je commence. Est-ce qu'il existe réellement une opinion publique corse? Alors, il existe des opinions publiques corse. C'est-à-dire qu'en fait, les Corses... Comment mettre à mal ce débat du jour? Les Corses ont des opinions sur différents sujets qui ne sont pas forcément des opinions identiques à ceux du continent. Ce qui fait que globalement, après, on a une opinion publique corse, comme on peut avoir une opinion publique française. Et si on veut, il y a un exemple très récent, c'est les primaires. Bien. Où sur les primaires, on dépasse. De la gauche notamment. Et la droite. C'est vrai, et la droite aussi. La droite a voté Sarkozy à la primaire en Corse. La gauche a voté Valls en Corse. Sur le continent, on est dans une opinion publique. Ah, c'est vrai. Inverse. Donc ça, c'est un exemple, très récent. Après, il y a une opinion publique corse sur des sujets qui concernent la Corse, qui concernent pas forcément les continentaux. Donc là aussi, ça donne une spécificité. Prenons quelques exemples. Les arrêtés Miot. Faut-il une SEM dans une compagnie maritime? Donc là, les Corses ont une opinion sur les sujets qui les concernent et qui sont liés à leur environnement et à la Corse. Donc c'est une deuxième catégorie d'opinion qui fait qu'on a une spécificité. Et puis la troisième catégorie, c'est que c'est un peu le slogan qu'on a pris sur Opinion of Corsica. C'est le slogan, notre institut de sondage. Notre institut de sondage, c'est parce que les Corses ne pensent pas forcément comme les autres. On a un exemple sur un sondage qu'on avait réalisé quand il y avait le mariage pour tous. La majorité des Français, à une petite majorité, étaient favorables au mariage pour tous. Les Corses étaient plutôt opposés au mariage pour tous. Donc il y avait une différence d'opinion entre l'opinion publique nationale et l'opinion publique insulaire, sur un sujet qui touche tout le monde. Voilà. Marie-Jo, cette définition de l'opinion publique, cette idée qu'il existe ou pas, selon Jérôme, il n'en existe pas donc, d'opinion publique uniforme. Il y a une diversité d'opinion publique. J'imagine que la journaliste que vous êtes, ça doit également vous convaincre. C'est vrai que c'est un concept qui est assez particulier, l'opinion publique, parce que si c'est évidemment l'avis majoritaire, eh bien à un moment où nous allons faire partie de cet avis majoritaire, et puis à un autre moment non. Donc l'opinion publique n'est pas quelque chose de fixe. Vous n'allez pas toujours faire partie de l'opinion majoritaire. Donc déjà le groupe est toujours en mouvement sur qui aime les voitures de luxe ou qui veut. Voilà, vous n'allez pas forcément avoir le même type de réponse. Donc ça c'est quand même assez particulier. Et puis ensuite.
c'est vrai que vous allez répondre aussi en fonction à chaque fois de votre intérêt. Et c'est vrai que plus la question est proche de vous, plus vous allez y réfléchir probablement. Donc, je prends par exemple, Raymond Boudon parlait par exemple de la loi des 35 heures. Il est évident que les ouvriers ne répondent pas à un sondage sur la loi des 35 heures de la même manière que les patrons. Parce que l'intérêt individuel n'est pas du tout le même pour le patron et pour l'ouvrier. Et donc, évidemment, quand on va nous poser des questions sur la Corse, on va avoir des opinions qui vont être tout à fait différentes. Quand on va nous poser des questions plus nationales, on va peut-être rejoindre ou pas. Donc, c'est assez particulier, mais c'est vrai que ça relève aussi de la culture, de l'éducation et du territoire. C'est toujours lié à un espace, en tout cas. Donc, forcément, il y a quelque chose qui va façonner une majorité. Après, on parle aussi d'une opinion publique saucissonnée, puisque c'est tant de part de l'opinion pense ceci, tant de part pense cela. Les autres existent. C'est pas parce que 45% fait ça que les 25% n'existent pas pour autant. Donc voilà, c'est un concept qui est assez flou et qui doit donner du fil à retordre aux sondeurs. Mais outre les différentes consultations politiques, les élections, les référendums, etc., c'est surtout le sondage d'opinion qui permet de mesurer l'opinion publique. Sur les grands sujets. Sur des grands sujets qui ne sont pas forcément des élections, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le mariage pour tous. Les Corses ont une opinion sur le mariage pour tous. Si on prend cet exemple-là, ils étaient plutôt contre. Peut-être parce que les Corses sont un peu plus conservateurs que sur le continent. Il y a toujours une explication sociologique, c'est ce que tu disais. Et ça, c'est intéressant de vérifier ça. Après, il y a le sondage absolu où on a un grand écart entre la Corse et le continent. C'est êtes-vous pour l'indépendance de la Corse? Et on s'aperçoit imagine que c'est extrêmement différent de. Et on s'aperçoit que les continentaux sont plus favorables à ce que la Corse soit indépendante que les Corses eux-mêmes. Donc ça, c'est des chiffres qui sont quand même assez intéressants. Donc il y a une vraie spécificité. Tout le travail qu'il y a à faire et qui est intéressant à faire, c'est de mesurer l'opinion sur les sujets majeurs de la société pour prendre, qui peuvent être d'ailleurs après des outils de la décision pour les hommes politiques. Oui, ça n'entraîne pas, Marie-Jo, quand on voit, justement, Jérôme a mis le doigt sur un point important, comment les hommes politiques utilisent les instituts de sondage, ou en tout cas utilisent les enquêtes d'opinion pour un aide à la décision publique. Ça risque pas que le fait majoritaire soit également le fait politique. Imaginons, est-ce qu'on peut l'imaginer d'ailleurs, un seul instant qu'en 81, François Mitterrand demande à un institut de sondage de mesurer l'impact de sa réforme sur l'abolition de la peine de mort, auquel cas on sait très bien que la majorité aurait été défavorable à l'abolition, il n'aurait jamais pris cette décision. Le danger n'est pas là ? Oui, c'est vrai que c'est un vrai danger, parce que si on fait toujours appel au peuple... Et au fait majoritaire, selon l'Institut de sondage, l'enquête. Oui, on pourrait effectivement ne pas avancer comme on doit. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que en même temps, cette opinion publique, alors même en dehors des sondages, l'opinion publique, c'est cette espèce de chose qui est assez informelle. On ne sait jamais exactement ce qui va la toucher, ce qui ne va pas la toucher. Je parle par exemple des scandales et des affaires. Il y a des scandales qui arrivent, mais qui passent, mais tout le monde s'en fiche. Alors qu'on pensait vraiment que c'était la bombe et que ça allait détruire la carrière d'un tel. Et puis parfois, autre chose, l'opinion publique s'en empare et en fait sa chose, et ça devient quelque chose de scandaleux, d'énorme et de disproportionné. Donc je ne sais pas si le politique, en fait, arrive vraiment à gérer cette masse qui n'est pas domptée, qui n'est pas domptable, à mon avis. Mais au-delà de ça, si on reprend l'exemple de Mitterrand, il avait une information sur l'opinion publique par rapport à est-ce qu'il faut abolir ou pas abolir la politique. Après, l'homme politique, il est là pour prendre une décision, sa décision, par rapport à ses convictions. Et c'est pas les sondages qui dictent les convictions des hommes politiques. Enfin, où le jour où ça arrivera, on aura un véritable problème. On a une information, on a un environnement, et à partir de là, l'homme politique, son vrai job, entre guillemets, c'est de prendre une décision avec toutes les composantes qu'il y a autour de lui, mais de prendre une décision qui lui appartient. Et il est suffisamment lucide et libre pour le faire. Et heureusement qu'il n'est pas manipulé par les résultats des sondages. Sans trahir le secret professionnel, est-ce que des hommes politiques insulaires également gouvernent à l'aide de sondages ? Il y a des mesures sur les actions. Est-ce que la perception des actions, comment c'est perçu par l'opinion? Parce qu'effectivement, c'est quand on se dit on veut faire une SEM, ça c'est une décision politique qui était vraiment dans les fondements du programme politique des nationalistes quand ils sont arrivés au pouvoir. Après, ce qui est intéressant pour eux, c'est de savoir si ils sont complètement à côté, pas complètement à côté. Et on mesure l'action politique. Est-ce que finalement, l'opinion
où la population est en phase avec les décisions qu'on prend. Et est-ce qu'on est en phase? Donc est-ce qu'on va être réélu, hein? C'est la question, c'est ça. Oui, comme on glisse facilement entre l'idée de l'opinion publique, notamment insulaire, c'est ça la question du soir, avec l'utilité des sondages. Hein. C'est tellement mêlé que l'on l'évoque facilement. Hein. Oui, mais les sondages, ils ont plusieurs fonctions. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'outil d'aide à la décision, qui est un vrai outil. Il y a les hommes politiques en Corse aussi sont très friands de leur image. Donc on a par exemple le baromètre des personnalités politiques insulaires. Ça déchaîne, régulièrement dans Parole de Corse. Ça déchaîne des passions. Ouais. C'est est-ce que je suis dedans? Mais c'est normal, ce sont des gens qui s'exposent, qui ont une visibilité. Donc ils font ça aussi. J'allais dire, l'homme politique, il ne fait pas de la politique pour être aimé, parce que c'est pas, sinon c'est pas. Enfin, il veut être chanteur si on veut être aimé, mais ou pas. Mais ils ont besoin quand même d'avoir l'adhésion de leur électorat. Donc c'est suivi, mesuré, et ils sont attentifs. Suivi au quotidien. Le sociologue Pierre Bourdieu, lui, l'a écrit souvent, que l'opinion publique n'existe pas. Oui, parce que lui, il part du principe que le sondeur imagine que tous les gens qui sont sondés ont une opinion, ce qui déjà n'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, première chose. Alors ensuite, on mesure. Ce qu'il faut savoir dans les sondages, excuse-moi, c'est qu'on mesure les gens qui ont une opinion, justement. Oui. Parce que le NSP... Alors, expliquez après, il y a la non-réponse. Le ne sait pas, on n'en tient plus compte après, puisque le résultat d'un sondage, c'est le résultat d'opinions exprimées. C'est pour ça qu'on ne le sait peut-être pas, mais les sondages sont soumis à des règles mathématiques extrêmement savantes, parce que c'est pas 10 personnes ont dit oui, donc c'est du 100%. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, mais effectivement, donc, on téléphone à quelqu'un, donc a priori, cette personne a une opinion. Alors, une opinion politique, on lui téléphone à la maison, c'est peut-être quelqu'un qui n'ira jamais voter, donc comment va-t-elle répondre? C'est pas évident. Ensuite, ça part du principe aussi que toutes les opinions se valent puisque c'est anonyme. Or, les gens n'ont pas du tout la même éducation, la même culture. C'est pas tout à fait évident de savoir à qui on a affaire et comment les gens ont réfléchi à leur réponse ou pas réfléchi. Comment ils vous provoquent aussi parfois, parce que ça existe aussi. Et puis la troisième, c'est en fait, est-ce que ces questions font vraiment consensus? Est-ce qu'elles méritaient vraiment d'être posées? Voilà. Et à partir du moment où on a posé ces 3 questions, avec les réponses que l'on veut, la sociologie est un peu ouverte, on a quand même 3 étapes du sondage qui font qu'on pourrait avoir une marge d'erreur qui est quand même assez importante. Voilà. Et à partir de là, les sondeurs font leur boulot avec leur intervalle de confiance, leurs petits calculs, des racines carrées. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà. Non, mais c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est qu'il n'y a pas une opinion, parce que ça voudrait dire qu'il y a une homogénéité qui serait même... uniformisation de la pensée, ça voudrait dire qui serait triste. Ouais. Il y a des opinions par rapport à des sujets. Après, il y a des opinions. Dans les sondages, on a ce qu'on appelle des panels représentatifs de la population. Donc, c'est par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle, etc., etc. Donc, on va savoir que, ce que tu disais tout à l'heure, l'ouvrier n'a pas la même opinion que le cadre sup sur l'ISF, par exemple. Donc ça, on va le mesurer quand même, parce que... Oui, c'est pour ça qu'il y a des questions aussi sur le sondé. Même si ça reste anonyme, il y a des questions sur le sondé, sur son âge, et on fait un panel qui représente après la population. Un peu plus fin que, rassure-nous, que la ménagère de moins de 50 ans. Là, tout le monde y passe, normalement. Tout le monde y passe. Parce que les catégories socio-professionnelles sont importantes, évidemment. Oui, la zone géographique, l'habitation, la ruralité, la zone urbaine. Les opinions sont très différentes selon qu'on vit en zone urbaine ou en zone rurale, par exemple. Opinions différentes, mais tout de même spécificité insulaire. Oui, parce que déjà, des sujets spécifiques à la Corse. Donc, de fait, on a une opinion sur des sujets qui ne concernent que nous. Donc, c'est normal. Donc, du coup, il y a une opinion insulaire. Juste en quelques secondes, dernier sondage, dernière enquête parue dans Parole de Corse. Alors, c'est intéressant, vous avez sondé l'opinion publique continentale au sujet de la Corse, et c'est près de 74% d'opinions favorables à la question « Quelle opinion avez-vous de la Corse ?» On voit la page de Parole de Corse à l'écran. Oui, on a voulu faire un petit joke, entre guillemets, c'est en gros, est-ce que la Corse est un pays ami pour les continentaux? On a voulu rebondir là-dessus. Mais ce qui est très, très, très intéressant, c'est qu'effectivement, contrairement à ce qu'on entend très souvent, les continentaux ont une bonne image et une bonne opinion de la Corse. Et nous qui avons fait beaucoup d'études sur le tourisme et sur les touristes qui viennent régulièrement en Corse, les gens aiment la Corse, en fait.
aiment vraiment la Corse. Et le prisme déformant qui est fait par quelques éditorialistes nationaux ou quelques hommes politiques ne représente pas finalement l'opinion nationale. Et ça, c'est intéressant. C'est à découvrir. On a une bonne image. En gros, les Corses ont une bonne image. Dans le magazine Parole de Corse de ce mois-ci. Alors, 40 secondes pour répondre à la question. Existe-t-il une opinion publique insulaire? Marie-Jo. Ben voilà, moi je trouve la question effectivement très compliquée parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que vous allez faire partie de l'opinion majoritaire pour certaines questions, puis pour d'autres non. On a quand même tous plus ou moins voix au chapitre. Alors est-ce que le sondage vous exclut ou pas du coup? Est-ce qu'on va faire en fonction des autres qui sont majoritaires et vous oubliez à chaque fois? Ça, c'est pas évident. Et par contre, effectivement, c'est très intéressant de voir aussi que pour les politiques surtout, parce que pour les autres à la limite, quoi que si, pour les marques aussi, c'est un peu la note, c'est la note du peuple en fait, et donc on a un sondage positif, on est content, on a un sondage négatif, on est mécontent, donc c'est peut-être aussi l'occasion pour une fois de noter un peu nos dirigeants, les décideurs, la société civile aussi, mais celle qui nous dirige, c'est assez intéressant. Jérôme? Oui, il existe des opinions encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les grands sujets nationaux, qui est quelquefois différent de ce que pensent les continentaux, il existe des opinions sur des sujets spécifiques à la Corse. On a des comportements qui sont quelquefois complètement décalés par rapport au continent. Donc globalement, il existe des opinions corses. Après, l'opinion corse peut être minoritaire. C'est ça qui est intéressant. Tu parlais de majorité. On peut avoir, les Corses peuvent avoir une opinion minoritaire par rapport à l'opinion majoritaire qui est nationale, mais ça reste une opinion. Oui. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu, ou en tout cas essayé de donner quelques perspectives de réponse à cette question extrêmement compliquée, Marie-Jo, sur l'existence ou pas d'une opinion publique corse. Alors on va un petit peu élargir le débriefing. Vous l'écoutez en coulisses évidemment, parce que après ça continue après l'émission. Multiplication des sondages, art du storytelling, la narration politique par la communication. Quand l'opinion publique est façonnée, oui, façonnée, c'est le débrief culture de pendant le 20h. Bonsoir à vous deux, Marie-Ange Philippe, consultante en communication, et Marcel Petrecchio, libraire, chroniqueur littéraire pour le magazine Parole de Corse. Marie-Ange, la règle, vous la connaissez, que pensez-vous? Qu'avez-vous retenu des échanges précédents? En fait, ce qui détermine au final l'opinion publique, le territoire, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, je trouve ça très intéressant et ça peut aussi expliquer notre décalage par rapport au continent. Hormis l'insularité, ça peut être aussi une affirmation d'identité. Et voilà, j'ai bien aimé ce qu'ont dit les deux débatteurs. Oui, affirmation d'identité. Alors, je ne sais pas s'il y a une opinion vraiment corse, affirmation d'identité, mais peut-être qu'on pourrait dire la même chose en Alsace, chez les ch'tis. Est-ce qu'il y a une opinion là aussi? Et pour revenir sur le mariage pour tous, on n'a pas voté comme sur le continent. On n'a pas... Mais c'est pareil, dans d'autres régions, c'est peut-être ça. Après, c'est la majorité qui a décidé. Ouais. Lorsque vraiment il existe une opinion corse, sur les sujets qui nous intéressent, oui. Mais comme elle existe sur les sujets qui vont intéresser les Alsaciens. C'est exactement ce qu'ont dit nos débatteurs. Voilà. La segmentation du territoire, c'est important. Alors, on va commencer avec vous, mon cher Marcel, du côté des livres. Plusieurs ouvrages. Les deux premiers, L'ivresse des sondages d'Alain Carigou aux éditions La Découverte et Manuel anti-sondage d'Alain Carigou, toujours, Richard Brousse aux éditions La Ville brûle. Très beau titre de maison d'édition. Alors, le premier, L'ivresse des sondages. Très vite, c'est vraiment tout ce qui concerne les sondages politiques. Je croyais qu'il fallait en parler. C'est à La Découverte, c'est un tout petit livre de poche. Ouais, et comme on va bientôt voter, en fait, ce qui montre, c'est comment les sondages peuvent transformer la vie politique. Ça, c'est intéressant. Alors, deuxième, les sondages, on en a partout. Tous les jours, on est abreuvé de sondages. On a même un sondeur dans l'équipe, voilà. Donc c'est dire. Hein. Mais est-ce qu'on se pose des bonnes questions sur les sondages? Oui, c'est vrai, pardon. D'où viennent les sondages? Quelles sont leurs origines? Quelles sont leurs méthodes de fabrication? Quelles sont leurs implications dans la vie économique et politique? C'est des questions qu'il faut se poser. Alors, ce bouquin se pose des questions. Première partie, c'est une petite historique des sondages. Deuxième partie, il nous parle de l'opinion publique. Et troisième partie, c'est comment les sondages transforment l'opinion publique. Alors, je le dis, désolé Jérôme, c'est un ouvrage à charge contre les sondages. C'est pour ça que vous l'avez choisi, mon cher Marcel. Exactement. Par exemple, il va aborder la dégradation des sondages pour cause de rentabilité. Il va
évoquer les alliances entre les instituts de sondage, les politiques, les journalistes. Alors je l'ai dit, le ton est hostile et vraiment critique. On pourrait penser que ça manque d'objectivité. Et pourtant, tous les faits sont super bien argumentés et tout le argumentaire est vraiment plus que crédible. Vous allez voir qu'il démonte un à un toutes les justifications que peuvent avoir les instituts de sondage. C'est vraiment pour se faire sa propre opinion. C'est complètement objectif. Franchement, c'est un parti pris. Alors, vous allez l'offrir un jambe. Voilà, exactement. Après, on pourra en débattre sur une autre émission. Voilà, pour vous faire votre propre idée, il faut lire ce bouquin. Et avant d'aller voter, je répète, ça peut être utile. C'est aussi la théorie de Pierre Bourdieu, on l'évoquait tout à l'heure, sur cette idée que les sondages peuvent façonner avec les médias, notamment avec la télévision, sur la télévision, le livre de Pierre Bourdieu, les opinions publiques. Marie-Ange, côté documentaire avec Storytelling. Oui, je me suis machine à raconter des histoires. Oui, donc vous l'avez dit, je me suis intéressée à ce qui forge l'opinion publique, ce qui participe à la modelée avec ce documentaire inspiré d'un livre de Christian Salmon et raconté donc par Oxmo Puccino, bon, qui n'est pas au milieu qui est pas au mieux dans le documentaire, mais c'est Oxmo Puccino, on ne dira rien. Et on voit comment. C'est vrai que c'est curieux. Oui, c'est un peu théâtral, mais enfin bon, avec le storytelling, ça va bien. On voit comment donc le storytelling, l'art de raconter des histoires, a investi toute la société en politique, en économie, dans les entreprises pour chasser l'ennui des travailleurs. Et comment c'est passé de la sphère privée des veillées au coin du feu à une technique de communication imparable, où il s'agit en fait de déterminer un axe narratif qui a pour utilité de convaincre ou plutôt de persuader. Et parce que les communicants ont très bien compris en fait la force et la faiblesse de l'opinion, de ce que les Grecs appelaient la doxa, c'est qu'elle en fait se substitue à la vérité et avec des moyens, comment dire, plus ou moins séduisants. Et le but du storytelling est de simplifier la connaissance, la réalité, pour toucher cette opinion. Et ça marche notamment en période de crise et d'élections. On l'a vu avec Bush et son histoire sur les armes de destruction massive cachées en Irak. On l'a vu avec Trump et les méchants musulmans qui veulent détruire le monde. On le voit avec François Fillon et le complot médiatique contre son immense personne. Et au final, Hitchcock disait plus le méchant est réussi, plus le film est bon. Et ils ont tous un point commun, c'est un ennemi bien identifié. Alors, à travers ces histoires, on participe à reformater un petit peu la pensée avec un axe narratif, je l'ai dit, et souvent un méchant identifié. Et au final, maintenant, le storytelling est tellement rentré dans la politique, c'est devenu presque un réflexe qu'on a reformatage sur reformatage. Ouais. Et ça, c'est une opinion justement un petit peu personnelle, mais j'ai l'impression que ça participe un peu à la schizophrénie latente de nos sociétés et un peu à la perte de repères. Parce qu'il n'y a plus une histoire, mais des histoires qui s'entrechoquent et s'entremêlent. Enfin bref, comme dirait Carl Zero, méfiez-vous des contrefaçons. Allez, formatage de la vérité aussi, peut-être. C'est possible aussi. C'était le cas en tout cas pour la guerre en Irak suite aux attentats du 11 septembre et à l'idée qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, ce qui n'était évidemment pas le cas. La guerre des sondages de Hugues Cazenave aux éditions de Michalon. Vous vous êtes fait plaisir là dans ce. Oui, ça c'est pour faire plaisir à Jérôme ce coup-ci. Parce que Hugues Cazenave, vous le savez, c'est le directeur d'Opinionway, bien sûr. Opinionway aussi qui a été sur le devant de la scène, justement, leur reprochait les fameux sondages en ligne qui n'étaient pas très fiables. On leur reprochait aussi leur collusion avec le Figaro et Sarkozy lors de la période en 2012, pour la présidentielle. 2007 et 2012. 2007-2012. Donc dans ce bouquin, il va démonter ses accusations, bien sûr. Ça, c'est la première partie du livre. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ce livre est un livre pédagogique où il va répondre aux questions que l'on peut se poser régulièrement à propos des sondages. Je ne sais pas, un truc tout bête. Qu'est-ce qu'un échantillon représentatif ? Il va y répondre. Et un autre intérêt, c'est qu'il va apporter des solutions pour qu'on arrête vraiment ces incessantes polémiques sur les sondages, notamment plus de transparence. Et c'est dommage, il dit plus de transparence, mais on n'apprend rien sur les coulisses du métier de sondeur. C'est un petit peu dommage, c'est le reproche que je ferai au bouquin. Là, c'est pour contrecarrer avec les précédents livres. Comme ça, vous avez vraiment de quoi faire votre propre opinion. Plus de transparence, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Tiens, c'est aussi peut-être du storytelling, ce qu'on entend autour de la transparence. On l'a vu il y a quelques jours avec l'opération transparence de François Fillon suite au Penelope Gate. C'est aussi du storytelling. C'est du storytelling et puis c'est pratiquement un faux combat, parce que jusqu'où est poussée la transparence ? Est-ce qu'on va demander les check-up des hommes politiques ? Est-ce que c'est... Ça se fait, en plus. Oui, c'est vrai que ça se fait. C'est possible, mais c'est un côté très... alors,
moi, je sais pas, moi, les déclarations de patrimoine, j'ai trouvé ça d'une hypocrisie fabuleuse, parce que, bon, à la limite, je m'en fous qu'un tel ait 1 million dans la Sarthe, mais par contre, il y a plein d'autres choses qui peuvent être dissimulées. On l'a bien vu avec l'affaire Fillon. Donc, c'est un peu un simulacre d'honnêteté. Et encore une fois, c'est au ras des pâquerettes. Voilà, c'est du vernis. Voilà, alors, du vernis. évidemment, l'affaire Fillon est en cours. La justice suit son cours. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est intéressant d'un point de vue. C'est intéressant d'un point de vue du décryptage de la communication politique, notamment. C'est aussi cela que nous faisons pendant le 20h. Nous essayons de décrypter la communication politique et de découvrir grâce aux sondages. Parce que finalement, on y croit un peu aux sondages. C'est intéressant aussi d'utiliser les sondages pour voir l'évolution des opinions publiques. Merci beaucoup à vous deux pour ce débriefing culturel. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur France 3 Corse via Stella. Évidemment, ça se passe pendant le 20h.